Il est 8h10, l'heure de retrouver notre invité d'actualité. Ce matin, nous recevons Emma Aziza. Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Alors Emma, vous êtes hydrologue, vous parcourez la France pour conseiller les territoires sur les risques climatiques et vous allez nous aider à comprendre un peu les conséquences de cette sécheresse qu'on vit actuellement. On a appris par exemple lundi que le mois de juillet a été le plus sec jamais enregistré en France. Comment on l'explique ? Eh bien, on l'explique par le fait qu'on est en train de basculer dans quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire qu'on a déjà eu un mois de juillet aussi sec en 1961. C'est-à-dire qu'on a vraiment des données depuis 1959 où Météo France nous fournit des données assez fixes qui nous permettent de voir un petit peu le temps évoluer. Mais par contre, là, sur ces 30 dernières années, effectivement, on n'a jamais eu plus de 80% de déficit de pluie sur un mois de juillet. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas plu. Mais donc ce mois de juillet ressemble beaucoup au mois de juillet 2020 qui en avait fait une année historique de sécheresse. Mais le mois de juin ressemble lui au mois de juin 2019 qui avait été historiquement chaud avec une canicule extrême. On l'a encore vécu cette année. Donc ça se répète, ça se rapproche, c'est-à-dire qu'il y avait des épisodes secs et chauds, mais là, ils se condensent, si je comprends. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment en fait une somme de paramètres aggravants, de signaux faibles qui arrivaient et qui, chaque année depuis 2017, nous faisaient plonger dans une année historique de sécheresse. Même l'année dernière, qui a été une année pluvieuse et froide, si vous prenez un peu plus de recul et de hauteur et que vous regardez toute l'Europe subissait des feux historiquement incontrôlables, avec des températures extrêmes en Sicile, en Espagne, alors que la France, elle, était sous l'effet d'une goutte froide, c'est-à-dire c'est vraiment ce temps froid et pluvieux. Donc on avait un peu le sentiment que finalement on était passé au-delà de la question des sécheresses, mais cette goutte froide a aussi amené la catastrophe des inondations de l'Allemagne et de la Belgique. C'est l'autre revers de la médaille. Donc vous voyez qu'en fin de compte, cette année, ce qui est très spécifique, c'est qu'on a tous les paramètres en présence. On a 3 canicules, on a des sécheresses qui s'additionnent, on n'a pas eu de pluie pendant tout l'hiver. Donc vous voyez, c'est vraiment cette somme-là. Certains peuvent être quand même surpris parce qu'il y a quelques mois, dans les mêmes régions, on avait des pluies diluviennes. Et aujourd'hui, c'est extrêmement sec, on parle de sécheresse. Comment ça se fait ? Alors, en fait, quand on a eu quelques pluies qui sont arrivées et qui ont traversé avec beaucoup d'orages toute la France, c'était dans une période où il était déjà trop tard pour remplir les nappes phréatiques. La période qui est vraiment on va dire de janvier jusqu'à mars, avril, où on n'a quasiment pas eu une goutte de pluie. Donc on savait que l'année serait historique. On savait notamment que ce serait une année très particulière. Pourquoi ? Parce que ces réserves hivernales, elles nous servent à tenir l'été. Si on ne les a pas, on n'a plus finalement cet effet tampon qui nous permet de tenir. Est-ce que ça veut dire que si justement on a un automne pluvieux et un hiver un peu sec et humide, on peut récupérer, on peut annuler les effets qu'on a vus ces derniers mois ou pas ? Alors oui et non. En clair, je vais vous demander, est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est conjoncturel ? Est-ce que ce sera un épisode isolé ou est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça dure ? Eh bien, en fait, historiquement, on a toujours eu ces variables naturelles. On a toujours eu des extrêmes climatiques, des sécheresses, des inondations extrêmes, mais finalement, le temps revenait un petit peu à la normale. Là, on a vraiment une tendance nouvelle. Donc, on va vers des étés plus chauds, plus secs, des températures anormales. On est sur le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, mais de la même manière, depuis le mois de janvier, on additionne les records de température. Vous rajoutez à ça ces trois séries de canicules qui arrivent sur la France. C'est comme un sèche-cheveux que vous mettez sur la France, et en fait, vous accentuez l'évaporation massive, et finalement, tous les sols s'assèchent massivement. Alors, comment on peut faire pour s'en sortir ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a vu dans le journal, par exemple, qu'on pompait l'eau d'un lac. Est-ce qu'il faut pomper en profondeur, aller creuser un peu plus profond ? Est-ce qu'il faut faire des barrages ? Est-ce qu'il faut dessaliner l'eau de mer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il existe déjà beaucoup de solutions qui sont mises en œuvre. Par exemple, l'eau que vous avez actuellement sur la Seine, ce n'est pas l'eau qui vient de nos pluies de ces derniers mois. C'est vraiment de l'eau qui a été récupérée très en amont dans 3 grands lacs réservoirs vers la forêt d'Orient, où on a 810 millions de mètres cubes d'eau qui sont récupérés et qui permettent de soutenir ce débit que vous voyez aujourd'hui de la Seine durant tout l'été. D'accord, on triche. En fait, c'est pas qu'on triche, c'est qu'on a besoin, à un moment donné, d'avoir cet équilibre pour avoir toute la vie et tous les écosystèmes, finalement, qui puissent devenir pérennes. C'est beaucoup plus compliqué sur le bassin de la Loire. C'est aussi compliqué sur tout le pourtour méditerranéen et le Rhône, où là, on n'a pas eu non plus d'enneigement massif. Donc, on a vraiment une sécheresse au niveau des Alpes. Je voulais vraiment insister sur les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a vu, on peut récupérer l'eau des lacs, alimenter les cours d'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autres solutions ?
Sur le long terme, pour le coup, Oui. puisque ça va Il s'accentuer. existe donc effectivement des solutions pour récupérer l'eau. Attention par contre à préserver les nappes phréatiques. Elles sont fragiles. Et si vous les prenez, cette eau, en fait, vous enlevez cette eau aux rivières qui ont besoin, en fait, lorsqu'elles n'ont plus d'eau, les rivières, elles sont alimentées par les nappes phréatiques. Donc si vous prélevez trop d'eau dans les nappes phréatiques, eh bien, c'est les rivières qui seront plus rapidement à sec et tout le vivant autour. Donc, il existe des solutions déjà où il faut végétaliser massivement les villes, parce qu'en fait, en transformant cet albédo, c'est-à-dire cette couleur de nos villes, eh bien, on va réussir à retenir beaucoup plus l'eau. Il faut transformer nos sols, il faut leur redonner beaucoup plus de vie, de micro-organismes. Donc, il faut les protéger, ces sols, les protéger avec des solutions comme de l'ombre, de l'agroforesterie. Il existe énormément de solutions, planter des haies, vous voyez, les recouvrir. En fait, il faut absolument protéger nos terres. Emma Aziza, je voulais vous montrer un extrait d'un reportage de France 2 qui a été tourné en Beauce, dans le sud de Paris. On a plutôt de voir des cultures de champs de maïs ou des champs de blé, mais certains agriculteurs commencent à planter de la lavande, regardez. Des sécheresses printanières à répétition, un déficit de pluie récurrent, des sols qui s'appauvrissent, poussent les céréaliers beaucerons à s'orienter vers de nouvelles cultures. Ces grandes plaines bleues en témoignent. Le lavandin prend racine sur ces terres céréalières. On rappelle que 45% de l'eau est consommée par l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il va falloir aussi changer la façon de planter, ce que l'on récolte? Eh bien, ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Parce que lorsqu'on a beaucoup moins d'eau et si on a ces étés tels que l'on a aujourd'hui qui se répètent dans les années à venir, il va falloir essayer de réfléchir à une nouvelle forme d'agriculture. Est-ce que le maïs, qui est un graminé tropical, qui a besoin énormément d'eau en surface, irriguée en permanence, principalement jusqu'au 15 août, est-ce qu'on peut se permettre de continuer dans les années à venir? Sauf qu'en fait, on est tellement interdépendant de ce maïs parce qu'il y a bien sûr cette alimentation pour le bétail, mais ce maïs sert aussi pour la papeterie, il sert pour les cosmétiques. Donc en fin de compte, c'est tout un tas de filières qui sont totalement reliées à des systèmes qui ne peuvent plus tenir sous l'ère du changement climatique. Donc on comprend bien que justement ces changements impliquent pour nous autres beaucoup de changements, beaucoup de transformations, aussi bien de l'agriculture que de la façon même de gérer les villes. Et vous avez parlé de les végétaliser, parce qu'on est parti pour durer. Merci beaucoup, Emma Aziza. Merci. Merci.